Et on est live. Alright. Oh mon dieu. C'est quoi ce setup? Ça va? Oui, ça va. Et toi? Ouais, ça va bien. Ça va bien, ça va super. Donc pour expliquer aux gens qui nous suivent, on est en mode ouragan. Je suis content de te voir, Mélo. T'es chez toi? Oui. Hey. Donc on est en train de subir l'ouragan Fiona qui commence ici au Canada, Canada Atlantique et qui risque de toucher pas mal tout le monde au Canada Atlantique. Donc là il va rentrer par la Nouvelle-Écosse, ouragan de catégorie 2 encore pour l'instant, Ouais. et il va nous toucher vraiment fort dans la nuit. Demain peut-être aussi, demain matin, et puis jusque demain dans la soirée en fait. On va vraiment avoir ça. Est-ce que tu te sens prêt? Oui, je suis prêt, carrément. Et alors, c'était quoi un petit peu les règles à respecter en Nouvelle-Écosse quand on a un ouragan? Genre de te préparer, d'avoir de l'eau. Souvent, ils disent de remplir ta baignoire, comme ça, il y a de l'eau au cas où. D'avoir un kit de premiers soins, d'avoir de la nourriture en canne ou des choses que tu peux manger sans les cuisiner, surtout s'il y a des coupures de courant. C'est surtout des choses comme ça. Mais personnellement, moi, je dors super bien quand il y a des ouragans parce que c'est vraiment silencieux et personne ne veut sortir, donc t'es tranquille. Si ta maison s'envole pas, t'es bien. Non, c'est ça, voilà. D'ailleurs, question, toi, est-ce que t'as vécu... Parce que ici, en Nouvelle-Écosse, on a eu deux gros ouragans plus celui-là, Fiona. Le premier, c'était Juan. Ouais. Si je dis pas de bêtises. Ouais. Ça a vraiment surpris tout le monde, si je dis pas de bêtises, le premier. Toi, t'étais là? T'étais déjà dans le coin? J'étais là, mais comme je m'en souviens pas tellement. Je crois que c'est là où on avait un trampoline. J'ai grandi dans le milieu de nulle part, donc c'est des champs ouverts, t'as rien qui arrête le vent. Ouais. Donc il y a plein de choses qui sont envolées, mais c'était fine. Mais on avait un trampoline assez grand à l'arrière et je crois que ça c'est parti. Donc on l'a trouvé un peu plus loin plus tard. Mais autre que ça, c'est du vent et de la pluie, comme c'est pas... C'est ça. Voilà. C'est plus impressionnant quand c'est une grosse tempête de neige ou de glace parce que t'as... Je sais pas. J'imagine du coup... C'est plus intense. Ouais, les tempêtes d'hiver sont un peu plus violentes. Salut Adèle GP. Donc on a de plus en plus de gens qui nous suivent. On démarre un peu tranquille. C'est encore... je vais pas appeler ça une émission test, mais on commence à être vraiment mieux là, je pense. Surtout avec un setup comme celui-là. On sait que pour l'hiver et les futures tempêtes, on pourra aussi streamer tranquille les vendredis soirs comme ça, quoi. Voilà. Ouais, on est prêt pour tout, là. Ah, Jojo aussi, salut, bienvenue. Au programme de l'émission, un petit peu comme d'habitude, on va rester 2 heures ensemble. Première partie, ça va être... on va passer en revue un petit peu l'actualité internationale francophone. Cette semaine, c'était pas super fou. On a mis un petit peu de tout, mais vous allez voir. Alors toi, t'as dit que t'avais ajouté une news un peu cool, quand même. Ouais, parce que bon, il y a des choses comme d'habitude, là, c'est un peu plus lourd au début. Et puis là, on va finir avec quelque chose de positif et de juste sympathique. Ok, ensuite on se fera une petite pause et puis on se retrouve en deuxième partie d'émission avec nos sujets, les sujets desquels on a choisi de parler. J'ai cru comprendre que toi, ça allait encore être what the fuck. J'ai hâte, c'est un spécial élection Québec. Nice. Je vais juste dire ça pour l'instant. Ça, c'est bon. Et puis moi, ce sera un peu plus sérieux, on va pouvoir rigoler. Notre objectif, ça va être d'aller regarder un petit peu Giorgia Meloni, qui est la future prétendante à devenir Premier ministre en Italie. Et on va voir si, comme son prédécesseur fasciste, on va pouvoir l'attacher par les pieds pour la tuer. On verra ça. On espère que les Italiens vont se réveiller un petit peu. Mais en tout cas, on va passer à travers... je te propose de commencer à travers l'actu. Justement, on va commencer avec le sommaire. On a de la chance cette semaine puisqu'on n'a pas notre régisseur attitré, puisqu'il est pas loin avec l'ouragan. Voilà. Du coup, on a une régie d'emprunt qui est réalisée par Roman, qui fait ça vraiment bien. Bravo Roman. Merci Roman. Tu gères. Du coup, le sommaire de cette actualité francophone de la semaine, les élections au Québec avec peut-être des échos progressistes, deuxième dans les sondages, qui représenterait du coup une opposition intéressante. On parle bien sûr de Québec solidaire. On rappelle... Ce serait cool.
Ça serait vraiment cool. On répète qu'on est une émission qui est non partisane, bien sûr, mais quand même on a des valeurs. Donc voilà, et c'est sûrement le parti qui se rapproche le plus de comment on peut dire ça, d'une terre vivable en 2100, on peut le dire comme ça. Et un peu d'une équité quelconque envers les gens qui gagnent pas seulement des millions ou des milliards. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Deuxième, alors Radio-Canada a révélé un truc qui était pas trop mal, c'est Ottawa, donc le gouvernement fédéral canadien, se prépare à faire une loi sur la nourriture biologique et sur l'agriculture biologique, et on se rend compte que le projet de loi a été soumis directement, tu vois, par ça c'est chaud, par une lobbyiste très connue de l'agro-industrie et notamment de la chimie. Donc ça, on va passer un petit peu ça en revue. On a déjà vu ça en France, on a déjà vu ça un petit peu partout, tu vois, des lobbyistes qui défendent des intérêts d'entreprise et qui envoient directement des projets de loi déjà faits. Tu sais, quand t'es député, c'est plus simple s'il y a quelqu'un qui fait le travail pour toi, hein. Ouais. Mais est-ce que ça représente vraiment l'intérêt de tout le monde ? Ça, c'est une autre question. Donc ça, c'est une technique. C'est une technique. C'est une technique qui permet de... on fait tout ce qu'on peut, là. Oui, c'est vrai qu'ils doivent être pas mal occupés, les députés, entre... je sais pas, rédiger des lois... Prendre leur jet privé, faire des rencontres avec des partisans, ça prend du temps, là. C'est ça, faire des bisous à des bébés, serrer des mains. Non, mais c'est ça prend du temps de faire des bisous à des bébés. Exactement. Et c'est gross, donc, tu sais... Non, on fait même plus ça pendant le COVID, là, ça... Regarde, on peut même plus donner des becs à des bébés. Bah non, on faisait des checks à des bébés. des checks du coude dans le crâne. Bref, bon, les politiques, ça n'arrêtera pas à ça, de toute façon. Troisième actu, ça c'est l'actu un petit peu sérieuse, un peu. On va aller voir ce qui se passe en Afrique grâce aux confrères journalistes d'Africa News, qui est un site d'information panafricain, on peut dire, qui est vraiment pas mal, qui est disponible en français et en anglais. Et on va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté de la francophonie africaine, et notamment au Mali. Quelque chose qui peut paraître surprenant de l'extérieur, c'est des manifestations de soutien aux autorités maliennes. Donc ça c'est logique. À l'armée, ça c'est logique, à l'armée malienne, puisqu'on connaît le contexte au Mali qui est pas forcément évident. Et quelque chose de plus surprenant, c'est le soutien à la Russie. Et ça va nous permettre de parler un petit peu de ce monde qui change et qui est plus un petit peu basé sur tout ce qu'on prenait pour acquis avant. Tu vois, par exemple, l'Afrique visiblement décide de plus être un vassal de l'Europe, et l'Afrique francophone de plus être un vassal de la France. Du coup, c'est une situation qui change et qui est intéressante à regarder. Non, absolument. Je pense que, puis c'est ça on voit et on va continuer à voir, c'est que l'Afrique finalement a le droit. Plus ou moins, c'est quand même, il y a quand même beaucoup de gens qui veulent contrôler des trucs, mais peut finalement dire, OK, on veut avoir notre propre but, on veut avoir nos propres alliances, on veut voir qu'est-ce qui est mieux pour nous. Donc, ça dépend toujours de qui est-ce qui est à la tête des régimes, etc. Mais exactement. Ça fait quand même changer les choses, et pour le bien, au moins au niveau de pouvoir peut-être prendre des décisions qui sont plus axées sur soi-même que sur les États-Unis ou l'Europe. D'autres grandes puissances. Là. Exact. Et on va finir avec un petit tour d'horizon des élections en Italie. Sujet qui me touche assez particulièrement, puisque normalement j'aurais pu y voter. J'ai pas fait mon passeport à temps, mais je suis deg. C'est-à-dire que je fais acte. Vas-y. Ah non, j'allais dire, et il y a une bonus news qui s'en vient pour après ça ne pas être déprimé. Est-ce qu'on aura encore le droit? La pause, c'est pas une confession acadienne cette fois? Non. Ok. mais c'est juste joyeux. Voilà, c'est tout. Ça va nous faire du bien pour finir ce premier tour d'horizon. Exact, on commence avec les élections au Québec, et donc du coup je le disais, des éco-progressistes deuxième dans les sondages. Visiblement, d'après le dernier sondage Segma qui date d'hier, Québec solidaire serait deuxième derrière comment il s'appelle, CAQ, la CAQ. La Coalition Avenir Québec. Exactement. Et donc Québec solidaire, Québec solidaire serait du coup un parti d'opposition, le plus gros parti d'opposition visiblement. Alors là, moi, c'est ce qui m'interroge notamment, c'est ce que disait notamment Radio-Canada dans un article que je trouve vraiment intéressant, c'est que la jeunesse
québécoise n'est pas forcément tournée vers Québec solidaire majoritairement. Donc elle l'est majoritairement à 35%, c'est ce qu'on voyait dans ce sondage justement, chez les 19-34 ans. Mais on se rend compte que, eh bien, à 34%, on a le Parti conservateur québécois. Donc ça, c'est plutôt une surprise. Comment toi, comment on voit qu'il y a des jeunes qui sont conservateurs au Québec comme ça, tu vois? Ben, surtout, c'est comme moi j'ai vu du Parti conservateur québécois, c'était vraiment comme un peu... Pas un parti redneck, c'est pas ça, mais genre vraiment des personnes qui étaient pas du tout politiciens. Ouais. Genre vraiment, vraiment pas. Même dans leur façon d'expliquer les choses ou même de voir la vie politique. Et c'est pas nécessairement mal, mais ça me surprend vraiment que ce parti qui était un peu connu comme un... C'est même pas que c'était vu comme un parti de droite, c'est plutôt comme un parti genre pas nécessairement sérieux. Ok. Ça me surprend vraiment comme ça. Moi, ce que je me souviens de ça il y a quelques années, je suis pas les partis politiques québécois de façon quotidienne, mais ça me surprend. Puis ça me surprend aussi comme il y a quand même j'ai l'impression, un virage à droite qui est de plus en plus prononcé chez les jeunes et je sais pas d'où ça vient, je sais pas pourquoi. Je pense qu'il y en a certainement une partie qui... et ça on peut le voir un peu partout, où il y a la partie des gens qui sont très très woke et c'est eux souvent qui sont très visibles et qui parlent fort et qu'on va mettre dans les médias, mais des fois c'est genre trop puis des choses, des revendications un peu ridicules ou qui perdent un peu du temps, ou ça va juste des trucs qui change absolument rien à la vie des gens, mais dont on parle pour X raisons. Et je pense qu'il y a une réaction à ça, où tu te dis, ben moi, j'ai pas envie d'être impliqué dans ci ou ça, je vais avoir ma petite vie tranquille avec, je sais pas, ma femme, ma maison et mes enfants. Je veux travailler ma job simple et that's it. Je veux juste une vie comme ça. Donc, je pense que c'est peut-être cette vision-là, où tu te sens tellement pas inclus dans les autres partis politiques et tout ça, que tu décides d'aller à droite parce que tu sais pas où aller. Je comprends. J'ai le feeling que c'est ça. Alors, il y a KoffFF66 qui nous dit, qui te propose une définition plutôt que les rednecks. Il te dit le Québec profond. oui, pardon. La Beauce, là. Represent. Ok, on va rester là-dessus. Je pense qu'il faudra parler un petit peu de conservatisme à un moment dans cette émission parce que c'est vraiment quelque chose d'intéressant, le conservatisme, surtout dans notre émission où nous, notre but, c'est un petit peu de regarder qu'est-ce qu'on a fait de bien, puis qu'est-ce qu'on a fait de pas bien et qu'est-ce qu'on peut changer, tu vois. Or, on a vraiment l'impression que dans le conservatisme en général, c'est comment je maintiens le statu quo de ce qui est comme c'est, et puis je change pas du coup. Pour moi, c'est profondément... je pense que la nature humaine, elle est anticonservatrice par nature parce que on a passé notre temps à évoluer, on a passé notre temps à changer, et donc je me demande un petit peu ce que viennent faire les jeunes, tu vois, dans le conservatisme. Mais du coup, un petit élément de réponse, c'est plutôt j'ai envie d'avoir ma vie peinard, et peut-être que le Parti conservateur est celui qui me propose le mieux ça. Je pense que c'est ça, puis souvent, comme même là, c'est en fait juste d'avoir un flash, mais il y a aussi l'élection de Poilievre au Parti conservateur du Canada. Puis je pense que lui, il est francophone, il parle super bien français, donc déjà là, ça fait une petite coche où il y a quelqu'un qui parle bien français, qui pourrait me représenter. Il est jeune, il est très sassy dans sa façon de parler, donc il va vraiment genre, sans nécessairement répondre aux questions, c'est pas seulement la chose la plus professionnelle, mais il va vraiment pousser un petit peu pour qu'il y ait un peu des petites batailles sur des trucs anodins souvent dans ses discours politiques. Donc c'est quelqu'un qui peut-être un esprit un peu rebelle, et les choses dont il parle, c'est on va se calmer avec le wokisme sans expliquer qu'est-ce que ça veut dire, ce qui est toujours c'est le mot, on va lancer, on va pas expliquer quoi que ce soit par rapport à ça. C'est facile. Ouais, exactement. Il répète toujours qu'il va amener plus de freedom, on va être plus libre. Et je suis comme, ok, mais
qu'est-ce que tu vas faire? Donc, c'est le mot qu'il utilise le plus à chaque fois que j'ai entendu des trucs de lui, mais j'ai jamais compris exactement ce qu'il voulait dire. Ouais. Je pense que c'est un esprit plutôt libertarien de on va enlever le gouvernement, mais en même temps, il veut mettre plus de gouvernement dans d'autres trucs. Donc, c'est du conservatisme. Je comprends. Question mais ouais. Question du coup, parce qu'on sait que le conservatisme américain, notamment c'était un petit peu la devise, tu vois, de John Wayne en disant une Bible et un revolver, tu vois, en gros je maintiens mes droits, puis voilà. Est-ce que c'est quelque chose vers lequel on peut aller? Après, j'empiète peut-être sur ta chronique, hein, mais... Non, pas encore, ça va. Ne t'en fais pas, il y a plein de contenu. Ok, mais, cool. Non, mais je pense que c'est sûr que ça fait les uns les autres, on est voisins. Right? Okay. Donc, c'est sûr que ça va se parler, et au niveau des médias, peu importe ce qu'on pense de la domination des États-Unis, même s'ils sont moins influents dans d'autres choses, au niveau médias, ça reste eux qui dominent mondialement. Donc c'est sûr et certain que ce que eux disent va affecter ce qui se passe ici. Mais je pense que c'est vraiment beaucoup une réaction à moi, je suis pas intéressé à me mettre pour ou contre une certaine chose qui est, entre guillemets, mise dans le panier woke, qui est un gros panier où on fait un peu n'importe quoi. Donc, j'ai peur de mettre dedans un autre parti, parce que sinon, ça veut dire qu'il faut que je milite pour certaines choses. Et je pense que c'est ça, les gens qui veulent juste pas militer pour certaines choses finissent par se mettre dedans ça. OK. Avec ceux qui viennent, disons, du Québec profond ou du Canada profond. Donc, je comprends. Je pense que c'est un mélange de choses où les gens savent pas trop où se mettre. Et puis, il y a aussi du conservatisme. J'enlève pas que... Je donne pas des excuses aux gens qui sont conservateurs puis qui veulent pas que les choses changent. Non, bien sûr. Non, carrément, bien sûr. Yeah. Du coup, juste une citation qui m'a semblé intéressante, c'est une citation de Philippe Dubois, qui est professeur en communication publique et politique à l'Université nationale d'administration publique à Québec, et qui dit notamment: on a tendance à associer la jeunesse à l'option la plus progressiste, mais il y a des données qui nous montrent que la jeunesse n'est pas un bloc monolithique, et ça c'est vrai, notamment... Eh bien, avec ce qui se passe sur les médias sociaux en général, les polémiques qui sortent, et puis du coup des grands courants de pensée qui s'opposent, et notamment un que nous on va pas dire on chérit, tu vois, mais genre le wokisme, c'est un petit peu ce qui te caractérise quand tu parles des dominations en général. Donc il y a des bastons qui se passent, et donc du coup dans la jeunesse, ça prend aussi cette forme-là, des formes de... Normalement, les jeunes sont majoritairement progressistes, donc ça se révèle encore dans ce sondage, mais comme tu le dis, la vie peinard, peut-être qu'elle arrive pas mal derrière, tu sais, à voir. Non, c'est ça. Puis je pense que c'est comme dans tout, il y aura la ligne de progressivisme à changer, et des choses qui étaient pas acceptables avant le sont maintenant, et les gens, même s'ils sont conservateurs, vont pas reculer aussi loin qu'ils pensent qu'ils aimeraient reculer quand ils pensent à c'était mieux dans le passé. Mais ça reste que ils veulent pas nécessairement progresser de certaines façons. On passe à la deuxième news. Alors, cette bourde, OGM, Ottawa présente sa réforme en utilisant les fichiers d'un lobby agrochimique. Ça, c'est quand même de la bonne pépite. Le fait que c'est été révélé, surtout, ça c'est pas mal intéressant. Je vais te lire un petit peu le début de l'article. Donc ça, c'était révélé par Radio-Canada aussi. J'ai fait un peu de pub à nos amis de Radio-Canada qui font... un sacré bon taf. On aimerait bien avoir plus de médias indépendants et des fois peut-être un peu plus militants, mais on va dire que Radio-Canada est une des grosses portes francophones, en tout cas pour nous quand on est en dehors du Québec, du Québec, et qu'on fait partie de la francophonie en dehors du Canada, comme ici en Acadie. Le lobby agrochimique a-t-il participé à la rédaction d'un projet de réforme controversé au fédéral pour faciliter la commercialisation d'une nouvelle génération d'organismes génétiquement modifiés? 2 documents sous embargo de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, l'ACIA, nice. Bref, c'est pas les mêmes. Donc obtenus par Radio-Canada, ces documents sèment le doute chez des groupes d'intérêt qui les ont reçus. Le fichier Word du gouvernement sur lequel la réforme est présentée ont pour auteur une directrice générale du lobby CropLife Canada, Jennifer Hubert, qui défend les intérêts des compagnies qui commercialisent les semences, des pesticides, des engrais et des fertilisants. Donc moi, ça me dit 2 choses. La première des choses, c'est toujours la même. C'est
qui sait vraiment utiliser Microsoft Word? Ça, c'est vraiment le premier truc, tu vois. C'est genre, en gros... Non, mais vraiment. Donc, du coup, il y a, pour ceux qui nous écoutent en podcast, bien sûr, il y a la petite capture d'écran avec en bas du logiciel. Donc, du coup, auteur, 2 points, le nom de la lobbyiste. Tu vois, ça c'est juste parfait, tu vois. Et c'est un document du gouvernement du Canada. Bref, donc là, ils se sont fait catcher là-dessus. C'est aussi bien que ça arrive dans ce sens-là parce que ça permet aussi de se rendre compte un petit peu des organismes d'influence qui vont lutter pour faire valoir leurs intérêts perso, qui sont pas forcément nos intérêts à tous. Je veux dire, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que être bourré aux OGM, ça peut être une solution à la fin dans le monde, etc. etc. Il y a sûrement des aspects très positifs aux OGM, tu vois, mais le fait que ce soit des lobbies d'intérêt qui rédigent eux-mêmes les projets de loi, même si à titre perso, tu vois, je préférerais qu'on ait des plantes sûrement sans OGM, mais tu vois, comme par nature, je suis pas contre les nouvelles techniques. Je me dis par défaut, tu sais, regardons ce qui se passe, et puis voilà. Le X, c'est qu'on a toujours très peu de retours sur ces trucs-là, tu vois, et bon. Puis là, comme, en tant que soit les OGM, comme, pour l'instant, les recherches semblent dire que ça va, mais c'est pas nécessairement le côté scientifique de l'affaire qui me dérange, c'est vraiment le côté capitaliste et éthique où c'est des compagnies qui, puisqu'elles ont généré cette semence-là spécifique, ont le copyright et donc c'est elles qui doivent te le vendre, etc. Et je trouve que c'est ce côté-là qui est dérangeant où tu dis mais c'est de la nourriture pour nourrir des gens, pour pas crever de faim. Comme, tu sais, donc, on a inventé ce maïs qui pousse beaucoup plus proche les uns des autres pour faire pousser beaucoup plus de maïs. Cool, super. Il y a 15 fois plus de maïs par terrain. Awesome. C'est, en tant que soi, pourquoi pas, c'est une bonne nouvelle. Il y a plein de choses qui sont pas bonnes en dedans de ça. Ouais. Au niveau de, tu sais, le sol, etc., oui. Mais niveau juste nourrir des gens, super. Mais après ça... Oui, mais tu peux pas faire pousser ça si t'achètes pas un truc spécifique qui est fait par une compagnie spécifique qui va, tu sais, et souvent c'est relié à des compagnies qui, on va dire, ont pas les meilleures intentions au niveau des êtres humains et de leur traitement, donc c'est ils sont là pour faire de l'argent. Beaucoup à ce niveau-là que non, c'est jamais pour faire de l'argent. De quoi tu parles? Non, c'est toujours pour nourrir les gens. Mais donc, ouais. Donc et puis bon, on s'entend pesticides, engrais, fertilisants. Autant même chose au niveau scientifique. Waouh, on fait tellement plus de choses, c'est super. Au niveau écologique, c'est peut-être pas aussi bien. Exact. Et puis surtout que, alors la chose intéressante, et moi c'est ce qui me fait du coup me positionner vraiment contre les OGM en général, c'est que du coup tu l'as dit, il y a la démarche commerciale, le fait d'avoir un brevet et puis de le vendre. La seconde chose, c'est aussi la contamination. Parce que comme on ne sait pas ce que c'est sur le long terme, tu vois, là, ce que disait l'article qui faisait la suite de celui-là, c'est que des agriculteurs bio, eux se disent, bah oui, mais... parce que le projet de loi, en plus, le fond du projet de loi, c'est de dire, je suis plus obligé de déclarer quand j'ai des cultures OGM. C'est ça le projet de loi. Parce que jusqu'à présent... Tous les agriculteurs qui utilisent des semences modifiées génétiquement doivent le déclarer. Et le but, l'objectif, c'est que ça permet d'avoir un suivi, tu vois, de ce qui se passe dans les plantations. Puis ça permet de vérifier qu'il n'y ait pas de contamination. Parce que quand tu veux être déclaré biologique, tu dois pouvoir justifier que ton champ, il est vraiment bio. Tu vois, il n'a pas été contaminé par une autre semence et qu'il n'y a pas un plant de maïs qui vient d'un truc contaminé. Et là... 100%. Et c'est autant au niveau même de... comme tu dis, de même contamination du sol ou de quoi que ce soit, que tu vois si X chose a été utilisée quelque part, tu peux faire des suivis scientifiques puis voir si ça a affecté quelque chose et pourquoi et comment. Et là, on peut modifier les trucs et puis utiliser une certaine affaire ou pas l'utiliser à un endroit, etc. Donc, c'est super important juste de garder l'information at large. Là, tu vois, c'est comme si on se mettait dans le noir avec un bandeau en disant on n'est plus capable de savoir ce qui se passe, tu vois. Donc, du coup, c'est même anti-science et anti-progrès pour l'avenir, tu vois, le fait de plus être obligé de déclarer, tu vois, le fait d'avoir des OGM. Donc bref, 100%. Ça c'était marrant ce projet de loi, mais bon, bref. Allez les fonctionnaires, on apprend à utiliser Word. Enfin non, du coup c'est très bien. Et peut-être que quelqu'un a hack son Microsoft Word, ok? Peut-être. T'es dans le complot, c'est parce qu'il y a l'ouragan, c'est ça? C'est ça. On passe à la news suivante.
Alors, news qui nous fait réfléchir à ce qui se passe dans le monde. Hein. Le Mali, manifestation de soutien aux autorités maliennes, logique, à l'armée. Ça peut paraître logique après avoir été un petit peu dans une situation d'être dans une situation de trouble au niveau géographique et géopolitique. Et surtout, chose intéressante, soutien également aux Russes et à la Russie en général. Donc là, pour ceux qui nous écoutent en podcast, j'ai mis une capture d'écran qui était réalisée. Donc c'était des images qui étaient prises par Africa News. Ce qu'on peut voir au premier plan, c'est donc un drapeau bleu, blanc, rouge de la France, avec une tête de mort dans le blanc au milieu, et la pancarte dit « Mort à la France et aux Alliés ». Et ce qu'on voit moins bien sur cette capture d'écran, c'est que au fond, il y a des drapeaux russes qui flottent, avec également des drapeaux du coup maliens, puisqu'on est au Mali. Et surtout, on a vu des gens distribuer des petits drapeaux russes aussi, tu vois, à la foule. Donc ça c'est quand même un changement qui est un peu... qui est un peu, un peu fou. Je vais juste rappeler un petit peu de contexte vis-à-vis des relations entre la francophonie, le Mali, la France, la Russie. C'est que en 2013, le Mali voit des territoires de chez lui un petit peu contestés par, il me semble que c'est l'État islamique au Maghreb, au sud du Maghreb, tu vois, dans le Sahel, et d'autres groupes terroristes. Et donc du coup ils disent on a besoin d'un coup de main, donc amis historiques français, venez, on a besoin d'un coup de main pour détruire une colonne d'assaillants, tu vois, terroristes. Et donc la France prend ses responsabilités, dit ok, on peut aider, hop, ils bombardent la colonne, ils font des centaines de morts, bref, comme d'habitude dans un conflit. Et il y a l'envoi également d'une force armée, il me semble que c'est la force Barkhane à l'époque, qui est restée là jusqu'en août dernier, donc ça veut dire 9 ans. Une guerre qui du coup a été supportée pas mal par la France, que ce soit au niveau des... tous les aspects, tu vois, les aspects financiers, les aspects organisationnels, et puis le fait que la France, elle a rien... Enfin, elle n'a pas grand-chose à faire dans un pays d'Afrique, tu vois. Non. Surtout non, absolument. Là, la situation est compliquée au Mali. Il y a un changement de pouvoir qui n'est pas forcément légitime. Il y a un changement qui se fait un peu dans la douleur. Alors, entre le peuple malien, les intérêts privés, les intérêts des anciens colonisateurs comme la France, puis maintenant les intérêts peut-être des nouveaux, tu vois, comme les Russes qui essaient d'avoir un peu plus d'influence dans les pays d'Afrique. C'est un peu complexe comme situation. La France, après 9 ans, du coup, se retire du Mali en août dernier et ferme sa dernière base militaire. Et ça a fait pas mal plaisir au peuple malien qui voyait vraiment la France comme un envahisseur qui empêchait un petit peu sa souveraineté, tu vois, au peuple. Oui, c'est un colonisateur pur et dur, là, ça. Exact, puis le fait d'avoir, tu vois, quand même une armée étrangère dans ton propre pays pour t'aider, voilà, quand on te parle de ta propre souveraineté, c'est pas forcément foufou, tu vois. Mais bref, donc la France part, et puis visiblement, le Mali aurait fait appel, ou en tout cas aurait dealé avec ce qu'on appelle la force Wagner, qui est une sorte d'armée privée russe, qui en gros est vendue comme un groupe de sécurité privée, donc des mercenaires, qui viendraient du coup aider les Maliens, tu vois, mais qui serait pas vraiment privée, tu vois, parce qu'elle est possédée par un oligarque russe. Et donc en gros derrière ça, il y a aussi des opérations de déstabilisation et d'influence de la Russie dans des pays d'Afrique. Et c'est intéressant de voir comment le monde change. Juste une petite aparté sur notamment la guerre en Ukraine, tu vois. Au moment où la Russie décide l'invasion de l'Ukraine, il y a l'ONU, de l'autre côté, le Conseil de sécurité, qui vote une résolution contre l'invasion. C'est-à-dire que l'ONU n'a pas de pouvoir pour empêcher, tu vois. En gros, on se rend compte aussi des failles d'avoir des institutions un peu molles, tu vois, donc qui garantissent la paix et la sérénité entre les peuples, mais qui en même temps sont un peu molles des fois quand il y a des guerres, on peut pas trop intervenir. Non, absolument. Puis ils sont souvent très mous au niveau de quand c'est des plus grosses puissances mondiales qui font les actes. Quand il y a eu je sais juste parce que j'avais lu les fax qui ont été envoyés à ce moment-là, mais du Tibet, quand la Chine a décidé qu'ils voulaient les reprendre officiellement, et c'est atroce. Il y a des messages du genre les femmes sont en train de se faire stériliser, aidez-nous s'il vous plaît, on sait plus quoi faire. Et ça a été mis sous la table, on n'a pas le temps, on peut pas gérer ça. Et je comprends en même temps, l'ONU est comme oui, mais ok, qu'est-ce que tu veux que je fasse contre la Chine?
mais tu lis ça et tu te dis holy shit, comme comment est-ce que tu peux pas réagir à des trucs comme ça. Exactement. Donc ouais, mou, c'est un bon terme. Donc pas mal mou, et puis du coup ils font voter une résolution, et là on se rend compte que normalement, tu vois, la Russie qui attaque un voisin, tu te rends compte qu'il y a 90% de la planète qui à un moment doit, enfin tu vois, en tout cas depuis la fin de l'Union soviétique, tu as 90% de la planète qui doit condamner, tu vois, une invasion comme celle-ci, surtout qu'en plus l'URSS s'est toujours voulu être une puissance non impérialiste. C'est-à-dire que eux, la seule guerre à l'extérieur de chez eux qu'ils ont faite, c'est en Afghanistan, puis ils se sont fait défoncer, tu vois, par les Afghans, et on salue les Pashtuns, qui ont repoussé du coup les Russes, et qui du coup c'est eux qui ont aussi mis les talibans dehors à un moment, enfin tu vois, donc c'était un petit peu, voilà, c'était un peu compliqué, mais en tout cas la Russie a jamais été trop, à l'époque, elle avait de l'influence, etc., mais du coup le fait de sortir de son territoire, c'était pas un truc qu'elle faisait souvent, tu vois. Non. Et là, depuis la Crimée, on se rend compte que Poutine veut défendre... Bref, voilà. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que... Bref, mais ce que je voulais dire, c'est qu'on se rend compte que là, il n'y a pas 90% du monde qui condamne l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et on se rend compte que les BRICS, donc les BRICS, c'est le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, qui représentent quand même près de la moitié de l'humanité, tu vois. Tu mets Chine-Inde dans le même camp. Guys, ça fait déjà près de 3 milliards de personnes, donc c'est à peu près la moitié de l'humanité. Si tu rajoutes à ça le Brésil, on peut rajouter à ça la Turquie qui est dans l'OTAN, mais qui a quand même, tu vois, une position toujours un peu ambiguë entre les intérêts de l'Alliance Atlantique de l'OTAN et puis ces liaisons qu'elle a pu avoir avec l'État islamique, avec la Jordanie, tu sais, donc c'est un peu, voilà. Et là on se rend compte que la résolution de l'ONU, elle n'est pas du tout votée à majorité, tu vois. Je veux dire, il y a 45 à 50% du monde qui dit à la Russie, c'est pas grave, tu vois, qui ne condamne pas l'invasion. Oui. Et absolument. Un des éléments que eux apportaient, c'est de dire, oui, mais guys, c'est pas parce que vous attaquez un pays de blancs que des blancs attaquent d'autres blancs, tu sais, qu'on va toujours condamner. Nous, on a des guerres partout, tout le temps chez nous. Qui condamne quoi chez nous pour nous aider, tu vois? Et du coup, je pense qu'il y avait vraiment une réaction à ça. Et en tout cas, ça change pas mal l'ordre du monde. On n'a plus un monde comme en 2015 ou en 2010, tu vois. On a vraiment une évolution. Absolument. On a vraiment une évolution. Absolument. Donc ça, c'est un peu... Puis, non, mais c'est ça, comme le mouvement non aligné, tout ça c'est complètement en train de changer. Façon que même le but était, etc. C'est vraiment intéressant à suivre, et en même temps, tu te demandes où est-ce que ça s'en va. Exact. C'est compliqué. Alors, en plus, on va pas mettre là-dessus, mais il y a aussi beaucoup d'intérêts financiers, notamment des intérêts énergétiques. Mais on en reparlera. En tout cas, cette news était vraiment pas mal intéressante. On va aussi noter une chose, c'est que là, par exemple, au Mali, il y avait la présence de casques bleus, tu vois, de l'ONU, justement, une force de maintien de la paix de l'ONU, qui du coup était pas mal huée par les Maliens. Et c'est le cas aussi au Niger. C'est le cas au Nigeria, c'est le cas dans pas mal d'autres pays où en fait les forces de maintien de la paix sont en train de plus en plus d'être vues comme des empêcheurs. Tu vois, un peu des empêcheurs de... Bref, on n'a pas... Non, mais c'est super intéressant parce que l'autre côté de la médaille, en fait, est en train finalement d'être vu et d'être dit. Et on n'a pas besoin d'être d'accord avec ce qui est dit, mais il y en a beaucoup où, je dis ça, les casques bleus, et c'est quand même une super belle idée. Carrément. Peu importe ce qui s'y passe avec, mais d'avoir des gens qui sont là, qui sont, oui, des soldats, mais ils sont pas armés, etc., pour essayer de rendre les situations moins pires. Exact. Mais il prenait peut-être un peu un côté à un moment ou à un autre pour des différents groupes, et si tu fais ça, tu te fais des alliés, et les alliés, ils ont peut-être des fusils, et ça fait peut-être que même si toi t'as pas d'armes sur toi, il y a des guerres qui continuent. Donc c'est super intéressant de voir ce côté-là en train d'être exploré. Eux ils le voient, et je pense qu'ils le voient vraiment comme une petite action un petit peu néocolonialiste de la part de l'ONU, et c'est étrange parce que l'ONU a toujours été normalement le symbole de pas ça.
tu vois. Yep. et là, du coup, on se retrouve à avoir des choses qu'on... Voilà, donc il y a vraiment une réaction. Va falloir suivre un petit peu ce qui se passe au niveau de la géopolitique. En tant qu'émission qui se veut, du coup, francophone et internationaliste, eh ben, c'est pas parce qu'on est là planqué tranquille en Acadie. Enfin, je dis là planqué tranquille en Acadie, on est sous un ouragan, donc on est planqué. On se cache un peu. mais en tout cas, il va falloir voir ça parce que ça veut dire que l'avenir de la francophonie, notre capacité à nous organiser en tant que jeunesse francophone, c'est-à-dire à pas subir le changement climatique et à galérer, tu vois, comme des fous. On va être 700 millions en 2050. On peut s'organiser à 700 millions. On peut faire des trucs. On peut montrer l'exemple. On peut avancer, tu vois. Sauf que si on se perd la confiance les uns des autres, même si il y a des gens qui ont plus de raisons que d'autres d'avoir confiance aux autres, tu sais, on est blanc. C'est plus facile de se dire, fais-moi confiance, tu vois, alors que... Donc c'est sûr que c'est comme ça. Non, mais absolument. Puis c'est... ce que je vais dire va peut-être avoir l'air vraiment con pour des personnes qui écoutent, là, mais genre, moi j'ai toujours vu, tu sais, les cartes, on va dire classiques, où l'Europe est beaucoup plus grosse que, on va dire, l'Afrique, par exemple, qui est un gigantesque continent. Et en fait, c'est énorme, guys. C'est ça. C'est tellement plus grand. Et tu sais, on efface vraiment ce côté-là. Puis là, il y a pas si longtemps, je vais pas dire combien de temps parce que j'en ai honte là, mais genre j'ai acheté un globe et j'ai vu la taille de l'Afrique et j'arrêtais pas de regarder en me disant, ça c'est l'Europe, ça c'est l'Afrique, ça c'est l'Europe, ça c'est l'Afrique. Comment est-ce que cet endroit-là a essayé de coloniser cet endroit-là? What the fuck? Tu sais, et juste, tu sais, je me dis, comme, je sais pas, j'avais tellement honte de me dire, il y a des gens de ce tout petit coin-là qui ont décidé de se mettre partout à un autre endroit en disant, je vous domine et je vais tout prendre. Et ouais, donc, tu sais, veux pas, même si on se dit que c'est il y a longtemps, je m'excuse, mais ces sentiments, ils vont pas partir demain. Et ça fait pas si longtemps. Et ça continue dans beaucoup de cas. Donc, c'est là où c'est ça, qu'on se parle, qu'on apprenne à quoi ça ressemble. Aussi, tu sais, je sais pas uniquement parler de l'Afrique comme si c'était un pays, mais c'est un continent, etc. C'est des petites choses qui te rendent plus conscient qu'il y a beaucoup plus de monde ailleurs et qui ont des choses qui se passent et qui ont des choses à dire et qui sont l'avenir de pas juste la francophonie, mais du monde. Exact. Donc, c'est super, super important. Même s'il faut se le rappeler, hein, la plus grande ville francophone au monde, c'est Kinshasa, du coup, en République démocratique du Congo, avec 21 millions d'habitants. Et le Congo, c'est le pays francophone le plus peuplé au monde. Donc, nous, francophones, on ne pourra pas faire ça de toute façon. Et on le voit, donc on va devoir bosser. C'est le but un petit peu de ce show. Et on passe à la news suivante qui, à mon avis, est... élection en Italie. Ça c'est mon titre à moi, hein. Le Figaro le notait pas comme ça, mais le retour du fascisme. Ce vendredi marque le premier jour de campagne en Italie avec les élections générales anticipées qui vont se dérouler dimanche. Les derniers sondages publiés la semaine dernière placent la formation post-fasciste de Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, en bonne position. Effectivement en bonne position. On n'élit pas de président en Italie, on élit le Premier ministre et souvent c'est, comme il y a plein de petits partis, c'est fait de coalition. Et là, on a quand même, pour ceux qui nous écoutent en podcast, on a quand même une superbe photo donc du coup de Giorgia Meloni, donc qui est de Fratelli d'Italia, qui elle est donc du coup un parti, qui se revendique comme étant un parti d'extrême droite fasciste. Donc ce sera l'occasion un petit peu en deuxième partie d'émission de parler un peu plus de ce que c'est un petit peu là, parce que c'est aussi une date importante. On est en 2022. Il y a 100 ans, en 1922, c'était l'ascension au pouvoir de Mussolini. Qui est un des fondateurs et un des créateurs en tout cas de la mise en application du fascisme dans le monde. Et du coup, c'est un peu une date importante dimanche qui va se dérouler parce qu'on risque de voir 100 ans plus tard, après une guerre mondiale qui a fait des millions de morts, après des idéologies dégueulasses, parce que, on va le rappeler, le fascisme a quand même enfanté un enfant dégueulasse qui s'appelle le nazisme, qui est vraiment la forme ultime, tu vois, du fascisme, avec en plus une question génocidaire derrière, tu vois, notamment les génocides des Tziganes, des Juifs. Donc on se rend compte que 100 ans plus tard, on va retrouver, peut-être, dans la troisième économie européenne, un Premier ministre fasciste. Alors, elle n'aurait pas pu y arriver toute seule. C'est terrifiant. Ça... Et pas genre fasciste caché, là. Fasciste assumé. Ah, tu vois, genre... Ouais, non, c'est ça. C'est pas l'alliance des gens. Non, comment il s'appelle ici au Canada? C'est...
Oh mon Dieu, attends, le Parti populaire du Canada. Yes, là tu vois, eux ils sont un petit peu cachés, tranquilles, ils sont plus ils sont plus on soutient l'homéopathie, on est contre les vaccins, tu vois. c'est ça. Puis derrière en fait, c'est des gros fachos, tu vois. Là non, là en Italie, la question du vaccin, machin truc, non, ça n'a même pas de rapport. En Italie, c'est une coalition qui en plus, c'est ça qui fait flipper, c'est que ça ratisse vraiment large. On se souvient des années un petit peu Berlusconi en Italie, qui est un patron de presse italien à la base, qui possède la Una, la Due, la Tre, enfin tu vois, qui possède toutes les chaînes en Italie, tu vois, pas mal de journaux, etc. Donc qui était un mania vraiment ça, qui est devenu Premier ministre italien, un petit peu comme l'a fait Donald Trump, tu vois, aux États-Unis. On est un petit peu sur le même genre de délire, tu vois, le milliardaire qui a du pouvoir et de l'influence, qui passe au pouvoir, donc, et qui est de droite, bien sûr, hein, parce qu'il défend son intérêt. On le sait que les gens qui at large, mais les politiciens qui peuvent être reconnus par le public ont plus de chances de se faire voter pour, parce que même si tu suis pas la politique, tu dis j'ai entendu cette personne, je l'ai vue, etc. Donc surtout si tu lis à soi. Il a bien fait sa vie, entre guillemets, là, mais parce qu'il est riche, ou je l'ai vu à la télé, donc tu sais, il est cool, déjà là, t'as plus de pouvoir à ce niveau-là. Donc, non, ça... Exact. Donc, Italie, là, what's up? What's going on? Carrément. Alors, la coalition, elle est faite du coup de Fratelli d'Italia, qui est le parti néofasciste. C'est également le mouvement 5 étoiles, qui est un parti d'extrême droite plus classique, on va dire, tu vois. Il y a aussi la Ligue. Bref, tu vois, c'est une sorte de grosse poubelle avec plein de fachos dedans. Tu secoues, et il y en avait qui étaient plus ou moins fachos dedans. Mais le hic, c'est que visiblement, Fratelli d'Italia, en revenant en force à ce point-là, risque en plus d'entraîner des gens qui étaient modérément à droite, tu vois, les conservateurs dont on parlait au début, vers une tendance un petit peu xénophobe, néofasciste, quoi, tu vois, donc ça va être compliqué, je pense, pour les Italiens, parce que, rappelons quand même une chose, le fascisme, et notamment l'extrême droite, c'est un ennemi des peuples en général, parce que même une fois qu'ils sont au pouvoir, tu te rends compte que les travailleurs, les classes moyennes, tous les gens qui font ce qu'ils peuvent pour s'en sortir, ils sont quand même en galère. Donc du coup, ce qui est intéressant, c'est que on le voit de plus en plus, surtout avec le réchauffement climatique et le changement climatique, on a vraiment une apparition de nouveau vraiment présente de la lutte des classes, tu vois, entre les gens qui sont beaucoup plus riches, qui possèdent des médias, qui en plus polluent pas mal plus que les gens qui sont un peu plus pauvres, tu vois. Donc c'est une lutte qui devient de nouveau très très apparente. Et là, on a encore une fois une diversion de cette lutte des classes vers une lutte des races, disant que peut-être que un des problèmes de nos économies modernes, ou un des problèmes de nos pays modernes, et notamment des pays blancs, ce serait plutôt une lutte entre les blancs qui habitent le pays et les autres, les étrangers, etc. Absolument, c'est déplacer le problème en disant non, regarde pas là, c'est là-bas, tu sais, et à la place, c'est ça, et on en a parlé un peu la semaine dernière, mais c'est toujours l'idée de détourner en disant non, c'est pas ça, le mec qui a des milliards et qui continue à en faire. C'est cette personne arabe, tu sais, obviously, c'est lui le problème, tu sais, pour aucune raison autre que il a pas la même descendance que toi, tu sais. Mais c'est ça, quand ta vie c'est de la merde, où il y a des choses difficiles qui se passent, des fois t'es fâché et t'es tanné et t'en peux plus, et si quelqu'un te dit moi j'ai la solution, il y a un moment où tu veux écouter ceux qui disent qu'ils ont la solution. Surtout que c'est une solution facile où tu peux facilement identifier qui est l'autre. Tu peux trouver un ennemi commun, souvent basé sur une religion, souvent basé sur une couleur de peau. C'est vraiment la solution facile, tu vois. Et ça, c'est aussi une des grosses différences, c'est que malheureusement, pour les progressistes, on va devoir réexpliquer, continuer, et c'est aussi ça le but de ce show. Et puis là on le voit dans le milieu médiatique, il y a de plus en plus de médias un peu indépendants qui se mettent à faire ça, et c'est vraiment intéressant. C'est ce qu'on va mettre sous l'angle un peu de l'éducation populaire, c'est-à-dire comment on peut, nous, ensemble, s'éduquer, trouver des trucs, apprendre, devenir un petit peu, tu vois, conscient de ce qui se passe autour de nous, et pas tomber dans les pièges politiques. Quelles que soient un peu nos obédiences, tu vois, politiques, des gens peuvent être par nature de droite, tu vois, enfin,
Oui, ils peuvent, mais... Non, bah bref, qu'importe. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quel que soit là où tes tendances vont, on va dire, si tu as en tout cas une culture politique ou en tout cas une capacité d'analyse de ce qui se passe derrière les discours xénophobes ou derrière les discours fascistes, parce qu'ils sont de mieux en mieux cachés, tu vois, les discours fascistes. Et donc, ça peut passer pour des gens, tu vois, qui... se diraient pas qu'ils sont racistes forcément, tu vois. Ils ont des biais, comme tout le monde, on a tous des biais, tu vois. Et on doit tous travailler pour nous déconstruire et déconstruire nos biais. Mais, ces gens-là pourraient être tentés, tu vois, d'aller placer un petit bulletin d'extrême droite dans l'urne et faire élire un facho, qui lui, en plus, a une vision très très claire de ce qu'il veut faire, tu vois. C'est très très clair. Oui. Mais c'est la... Comme... Depuis que Trump a été élu, pour moi, il y a pas de... Il y a eu des pires dirigeants aussi, là, qui étaient des straight-up dictateurs, là, comme je dis pas que c'était lui le pire du monde, mais puisque c'était le voisin, entre guillemets, là, c'était aux États-Unis, j'ai vu l'impact de ça, mais, tu sais, moi, un gars que lorsqu'il, pas la première fois du tout, genre la 5e fois qu'il essaye de se lancer pour être président, son premier speech, c'est « Je vais sortir tous ces violeurs, ces drug dealers, etc. » en parlant des Latinos. Comme tu te dis « What is this? » Comme c'est impossible que, tu sais, il y ait une majorité de gens qui écoutent ça et qui se disent « Ouais, c'est tous des violeurs, right? » Comme « OK, il y en a quelques-uns qui sont bien, mais non, les autres, ils sont pas bien. » Mais si, et non seulement il a réussi à avancer, mais il a réussi à avoir assez d'appui de d'autres politiciens pour pouvoir continuer et devenir président. Donc, depuis que ça s'est passé, comment je peux dire, j'ignore plus les gens qui disent des trucs xénophobes, racistes, fascistes, nazis, parce que ces gens sont pas autant une minorité qu'on pensait qu'ils l'étaient avant. Ils sont vraiment là et ils savent que s'ils se mettent ensemble, ils peuvent faire élire des gens qui vont faire des choses vraiment néfastes. Et il y a toujours l'effet où s'il y a ça qui se passe ici, nous, on peut aller un tout petit peu à droite en plus et ça va pas avoir l'air si mauvais parce que eux, là-bas, eux autres sont vraiment à droite. Et tranquillement... pas vite, tu te retrouves avec des politiques super répressives et où, je sais pas, les femmes ont plus de droit d'autonomie sur leur corps. Je sais pas, je dis ça comme ça. Mais, mais tu vois vraiment l'effet de ça et c'est terrifiant. Mais là, pour moi, l'effet Trump continue avec l'Italie là qui se dit « peut-être qu'on va avoir des fascistes. Why not? » Ça s'est super bien passé la première fois, tu sais. Exactement. Bref, on clôt là-dessus. Toi, t'as une bonne news? Ouais, moi j'ai quelque chose de super wholesome. C'est pas politique, c'est juste joyeux, c'est sympathique. Voilà, et j'ai mon drapeau acadien en arrière pour rajouter. Donc, c'est les tapis crochetés de Chéticamp et environ seront enregistrés par la Rug Hooking Guild of Nova Scotia. Donc, les tapis crochetés, là, ils l'ont appelé tapis crochetés, c'est des tapis hookés, normalement. Et c'est parce que c'est avec un crochet que tu le fais. C'est un art, et je vous recommande d'aller chercher. Mais voilà, donc, ces arts-là ont été reconnus par la Guild. Actuellement, la Guild compte plus de 700 membres qui représentent chaque province du Canada, ainsi que des membres aux Bermudes, au Japon, en Écosse et aux États-Unis. Donc, c'est ça ma petite news sympathique de la semaine. Donc, Chéticamp, c'est un petit village acadien en Nouvelle-Écosse. Et c'est vraiment un art qui... C'est la capitale mondiale de cet art-là, du hookage. Puis, voilà, c'est tout. C'est juste sympathique. C'était pour un palate cleanser. Pour pas penser c'est pas politique, c'est rien, c'est juste bien. Carrément. C'est juste sympathique. Voilà. Ouais, on pense aux amis de Chéticamp. Alors pour ceux qui se demandent où c'est dans le. Alors eux, ils vont prendre Fiona ils vraiment. Ils sont dans le chemin là. Il y a va falloir mettre du tapis, les amis. J'avais quelqu'un qui habite là sur mon Instagram, puis il était en train de souder un truc à leur toit pour s'assurer que ça s'envolait pas. Moi, c'est vraiment pas au même niveau, là. Moi, c'est genre, OK, j'ai ramassé des trucs dehors, ça devrait aller. Donc, oui, gros bonne chance à tout le monde dans ce coin-là.
Carrément. Ça va être compliqué et on sait qu'à chaque fois ils ont tendance à saluer un petit peu. Enfin, ils ont fait pas mal de tapis qui étaient vraiment vraiment stylés, tu vois. Moi, je pense notamment à un qu'ils ont offert. Alors, je me souviens plus à qui c'était. Mais en tout cas, bref, ils en font vraiment 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 beaucoup et ils en font des super beaux et surtout c'est un petit art ancestral, tu vois, comme tu l'as dit. Oui. C'est un truc qui date et qui est pas mal cool. Ok. Ouais. Ça a été offert à quand il y a des gens très importants qui visitent la Nouvelle-Écosse. Souvent, c'est une des choses qu'on leur donne. Ouais. C'est ça. Donc voilà, c'est un petit topo culturel sympathique. Nice. Voilà. On va se faire une pause là maintenant. C'est bon pour toi? Yes. Ça va? Oui. Tu t'es toujours pas envolé? Non, ça va. Là, moi, j'ai des jambes et je vais aller marcher un petit peu. Ok. Oui, c'est vrai. Parce que c'est vrai que là, je ne suis pas un robot. Non, t'es pas un dossier de chaise. En tout cas, c'est cool, on a réussi à avoir ce setup. Ok, ce que je vous propose, c'est de se faire une petite pause d'une dizaine de minutes et puis on revient juste après pour parler de nos 2 sujets pour la fin du show. À toutes. Yes. Bye.